Alors à quoi ça peut servir un référentiel? Je pense que ça mérite de se poser la question, car en construisant le topo, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment plein de rôles potentiels auxquels on n'avait pas forcément toujours pensé au départ. Bien évidemment, le premier objectif qu'on se pose, c'est de définir quelle est la prise en charge optimale des patientes. C'est le rôle premier d'un référentiel. Mais c'est aussi, d'une certaine façon, homogénéiser les prises en charge sur l'ensemble d'un territoire. Selon qu'on habite dans une ville de grande importance ou dans une plus petite localité, un plus petit secteur, ce n'est pas toujours facile d'imaginer que tout s'applique de la même façon. Et donc ça permet d'homogénéiser ces prises en charge sur l'ensemble d'un secteur. Ça favorise aussi nettement les échanges entre les professionnels. C'est vraiment un vecteur de communication, la mise en place d'un référentiel et son élaboration. Et ça participe à la formation des professionnels de par l'implication qu'on doit avoir pour s'approprier les différentes connaissances nécessaires. Et puis deux questions, parce que je pense que c'est plus des questions que des vraies réponses. Est-ce que ça permet de favoriser, d'améliorer la qualité des soins? On peut se poser cette question. Et est-ce que ça a un impact médico-économique, si possible favorable? On peut aussi se poser cette question. Et là, je n'ai pas vraiment de réponse. Alors le parcours d'un cancer du sein, c'est peut-être parfois un peu plus compliqué qu'un parcours de prise en charge d'autres localisations. On peut imaginer par exemple un cancer bronchique pris en charge essentiellement par une discipline d'organes qui est la pneumologie, et le pneumologue prend souvent en charge son patient de façon assez importante, quitte à faire appel par moment au radiothérapeute, voire au chirurgien. Le cancer du sein, c'est différent, ça fait intervenir plein d'acteurs et pas forcément un acteur pivot. Donc il va falloir amener du dialogue et de la fluidité entre tout ça. Ça part du patient, généralement, la patiente en l'occurrence, ou de son médecin traitant, ou de son gynécologue, qui finalement vont faire appel à une structure pour la prise en charge d'une anomalie. Ça passe généralement d'abord par le radiologue. La part de l'imagerie diagnostique est très importante initialement pour faire l'état des lieux des lésions. Et ce même radiologue va être amené à pratiquer des biopsies qui sont vraiment un préalable absolu à la prise en charge thérapeutique. Le radiologue, il va bien sûr envoyer ses prélèvements à l'anatomopathologiste et puis s'orienter et orienter la patiente vers une prise en charge thérapeutique. Et dans en gros 80% des cas, si ce n'est pas 90%, le chirurgien sera le premier intervenant, puisqu'on commence généralement par une chirurgie mammaire. Et on fait appel après, dans la plupart des cas aussi, à un oncologue radiothérapeute quand il y aura une radiothérapie à faire, et un oncologue médical quand il faut aussi mettre en place une chimiothérapie adjuvante, une hormonothérapie anti-œstrogénique ou des thérapies ciblées. À côté de ça, apparaissent bien sûr les soins de support et qui peuvent être proposés à la patiente à n'importe quel moment de cette prise en charge. Il n'y a pas un moment optimal, ça peut être au tout début si la patiente en a besoin dès l'annonce d'un diagnostic, ne serait-ce que supposé de cancer, et puis ça peut être à la fin du parcours pour certaines patientes qui n'en ont pas forcément ressenti le besoin pendant. Le parcours, il est parfois plus compliqué que ces quelques flèches. De temps en temps, le chirurgien qui reçoit une patiente pour une intervention considère qu'il lui manque des éléments, par exemple une IRM, par exemple de nouvelles biopsies, donc il va renvoyer sa patiente vers le radiologue pour de l'imagerie ou du prélèvement complémentaire. Il peut aussi y avoir un échange directement entre le radiologue et l'oncologue médical qui pense que d'emblée il faut partir sur une chimiothérapie adjuvante. Donc il n'y a pas un parcours unique, fléché et simple, il va y avoir vraiment des allers-retours entre les différents intervenants. Et c'est en ça que vraiment on a besoin d'une coordination et d'une communication qui doit transparaître au moment du référentiel. Il faut que tout ça, on l'ait anticipé quand on écrit un référentiel pour que les gens ne se retrouvent pas complètement paumés à un moment ou à un autre dans la prise en charge. Alors on a dit que le premier but c'était la définition d'un traitement optimal d'une prise en charge thérapeutique et sur quoi on s'appuie pour la construire. Bien évidemment sur des données scientifiques publiées, on ira toujours rechercher les éléments de la littérature les plus pertinents, donc ça veut dire qu'il faut la chercher, la littérature, il faut la trouver, il faut vraiment entrer dans une base de bibliographie et aller rechercher les articles les plus pertinents si on ne les connaît pas par avance. Et puis on s'appuie aussi sur des référentiels nationaux et sur les recommandations de l'INCa et de la HAS qui déjà ont établi pas mal de recommandations qu'on est censé suivre et qui sont opposables. Et on va définir des propositions thérapeutiques qu'on va appeler, alors je pense que vous connaissez toute cette terminologie, qui peuvent être des standards, ou une option, ou une recommandation, ou un accord d'experts. Alors pour revenir simplement sur les définitions de tout ça, quand on parle de standard dans un référentiel, ça veut dire qu'un standard, c'est une proposition qui s'appuie sur des données acceptées de façon unanime par tout le monde, parce qu'on ne peut pas considérer que ce donné soit discutable, donc c'est l'équivalent d'une indication absolue. Ce n'est pas quelque chose de véritablement qu'on peut remettre en question. Une option, ça a un degré un peu moins fort, ça s'appuie sur des données qui recueillent l'accord de la majorité, mais
des gens peuvent s'y opposer ou peuvent considérer que ce n'est pas vraiment quelque chose qui doit être une décision référente. Donc ça a une valeur d'indication relative. Il y a ce qu'on appelle des recommandations. C'est quelque chose qui permet de hiérarchiser différentes options. Quand pour une même proposition, on peut avoir différentes options possibles, ça permet de les hiérarchiser. Et en dernier lieu, et ça a une valeur encore moins forte, c'est l'accord d'experts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve scientifique d'une indication référente, et donc on prend en compte quand même, quand il y en a une pratique qui est acceptée par l'ensemble des professionnels de la pathologie et qui est habituellement utilisée. Il y a des choses sur lesquelles on a l'habitude de faire comme ça, bien qu'on n'ait pas toujours la preuve scientifique. De temps en temps, il y a des choses qui se font de façon ancienne. Il n'y a pas eu d'études il y a 30 ans pour démontrer tel ou tel type de prise en charge. Et on sait que ça ne se fera plus. Il y a des moments où les études ne se font plus parce que c'est plus pertinent de mettre en place une étude quand de toute façon tout le monde fait cette pratique et qu'elle paraît bonne. L'exemple, par exemple, qu'on peut avoir, j'ai pris un exemple tout simple qui est la chirurgie du cancer du sein, la chirurgie locale. Qu'est-ce que l'indication de la chirurgie conservatrice? Donc classiquement, le standard, c'est une lésion unifocale, donc une tumeur unique, qui est soit un T2, soit un T2 de moins de 3 cm. Donc le T1, c'est entre 0 et 2 cm. Le T2, c'est des lésions de plus de 2 cm, ça va jusqu'à 5 cm. Et donc on considère que jusqu'à 3 cm, une tumeur unifocale peut être opérée de façon conservatrice. Mais il y a des options qui sortent un peu de cette règle standard. Il peut y avoir des tumeurs qui font entre 3 et 4 cm. Dans un sein un peu généreux, ça va passer en chirurgie conservatrice, donc c'est une option possible, qui est donc différente du standard. Une autre possibilité, c'est une lésion qui n'est pas unifocale mais bifocale, mais qui est dans un même cadran très proche, et donc on peut penser qu'une exérèse monoblaque va permettre d'enlever ces deux lésions de la même façon que si elle avait été unique. Donc c'est aussi une option différente. Et puis enfin, des tumeurs qui font plus de 3 cm, mais dont on se dit, je vais faire une chimiothérapie première, ça va réduire ma taille tumorale, et je pourrais faire une chirurgie conservatrice. Donc voilà un peu comment on décline un standard, qui est un truc indiscutable, et puis les options, qui sont des choses qu'il va falloir discuter en RCP et prendre une décision. Alors, c'est utile vraiment en pratique quotidienne et pour tout le monde. C'est important pour les praticiens parce qu'ils ont un document de référence sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer pour proposer une prise en charge à une patiente. Donc, c'est vraiment quelque chose pour tout praticien qui peut être utile. C'est important, je pense, pour les patientes parce qu'elles savent qu'on a des référentiels, qu'on a des documents écrits qui nous permettent de définir la prise en charge. Et je pense que c'est important pour elles qu'elles puissent y référer si elles en ont besoin, pour les rassurer, pour se dire, voilà, ce que le chirurgien me propose ou l'oncologue me propose, c'est vraiment ce qui est le standard et la chose qui doit m'être proposée. Et puis ça a une importance aussi, il ne faut pas l'oublier, pour les organismes financeurs, puisque pour eux, c'est ce qui va permettre de définir si un traitement est conforme à ce qu'il doit être, et du coup, s'il est finançable. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à financer des choses qui sont complètement exotiques. Donc s'ils trouvent qu'une technique qu'on leur demande de financer fait partie d'un référentiel et qu'elle est agréée par les professionnels, ça leur permet de le financer. C'est un argument important. Alors le deuxième rôle, je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est l'homogénéisation des pratiques, parce que les pratiques, elles ne sont pas si homogènes que ça partout sur un territoire, que ce soit en France ou ailleurs, c'est connu dans tous les pays. Il y a des disparités de prise en charge possibles, bien qu'on essaye de les faire disparaître. Ça peut être géographique, il est vrai que l'éloignement de certains patients ou praticiens peut poser un problème pour se mettre en accord avec le référentiel. Ça peut être des problèmes d'origine technologique, puisqu'il n'y a pas forcément tous les équipements, et c'est normal compte tenu des coûts actuels des équipements dans tous les sites possibles. Il y a des problèmes de compétences humaines qui ne sont pas forcément acquises dans certains sites. Il y a des problèmes financiers, c'est clair, dans certains établissements qui peuvent plus ou moins bien financer finalement une nouvelle technique ou un praticien supplémentaire. Et puis il y a des problèmes plus d'ordre organisationnel. Organisationnel, ça peut toujours s'arranger, mais ce n'est pas toujours si facilement que ça amélioré. Donc je pense qu'au bout du compte, l'homogénéité des pratiques permise par le référentiel va contribuer à réduire les inégalités d'accès aux soins. C'est ça, au bout du compte, ce qui doit être notre préoccupation finale, c'est que finalement, quelle que soit l'origine de la patiente, l'origine géographique, sociale, ethnique ou tout ce qu'on veut, on puisse se faire traiter de façon égale et qu'il n'y ait plus autant d'inégalités, même si c'est dur de dire qu'on va aboutir à la suppression complète de ces inégalités. En fait, le référentiel, je pense qu'on peut définir ça comme un socle commun, et j'ai mis exigible, c'est un terme un peu agressif, exigible, mais il est vrai qu'on a vraiment un socle minimal auquel chaque patiente prise en charge pour un cancer du sein doit pouvoir accéder. Il y a des choses en dessous desquelles on ne peut pas descendre. Donc c'est vrai, et ça doit être validé pour les praticiens et pour les patientes. Je prends quelques exemples.
on doit avoir une biopsie diagnostique avant d'être opéré ou traité pour un cancer du sein. Il est plus imaginable de nos jours qu'une opération soit faite sur une image un peu douteuse en disant ça ressemblerait plutôt à un cancer, allez j'y vais. On doit faire une biopsie avant, sauf s'il y a un empêchement technique, et ça arrive une fois par an sur 1000 patientes. C'est extrêmement rare qu'on ne puisse pas du tout avoir de diagnostic histologique pré-op. S'il faut, on réessaye de faire une deuxième biopsie, mais il faut vraiment se dire que c'est un minimum requis. On doit aussi permettre à une patiente qui a une petite tumeur d'accéder à une technique du ganglion sentinelle quand elle sera opérée et pas un curage axillaire. Il n'est pas normal de faire un curage conventionnel sur une tumeur qui fait 1 centimètre. S'il n'y a pas localement les moyens techniques ou humains de faire un sentinelle, il faut peut-être qu'un chirurgien vienne opérer dans ce centre-là s'il sait faire, ou qu'un médecin nucléaire s'organise avec le site en question. Mais on ne peut pas dire je fais un curage à une tumeur d'1 centimètre parce que je n'ai pas sous la main ce qu'il faut pour faire un sentinelle. On doit aussi dire, et c'est vrai pour tout le monde, qu'une chirurgie conservatrice du sein, en 2014, doit bénéficier d'une radiothérapie mammaire. Donc ça fait partie d'une chose minimale. Même si on habite loin, il faudra se débrouiller pour offrir à la patiente les moyens d'aller faire sa radiothérapie. L'exemple évident aussi, c'est celui de la douleur. La prise en charge de la douleur, on doit la faire partout. Elle n'est pas forcément toujours facile, mais chaque patient, ça ne concerne pas que le cancer du sein, doit pouvoir accéder à une prise en charge de la douleur. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent faire partie d'un référentiel et je pense qu'ils sont, entre guillemets, pas opposables, c'est le mauvais terme, mais exigibles. C'est vraiment des choses nécessaires pour la prise en charge. Troisième item, c'est favoriser les échanges. Je trouve que chaque fois qu'on a fait des réunions de référentiel, c'était vraiment l'occasion de rencontrer les professionnels de santé. On est un territoire relativement éparpillé, assez rural. Il y a Caen, il y a 3 départements, presque 3,5 quand on voit un petit peu avec qui on travaille. On est tous un peu éparpillés, on ne se voit pas régulièrement. On est amené pour certains d'entre nous à communiquer de façon orale ou par mail, on échange, mais c'est pas avec tout le monde et c'est pas suffisant. Donc en fait, les réunions de discussion de référentiel, ça a permis aux praticiens de venir, même si c'est toujours un peu contraignant de trouver du temps, mais ça nous a permis de nous voir, de discuter, d'échanger, et ça facilite grandement après les échanges pour la prise en charge des patients. C'est vraiment très très important. Quand on fait un référentiel ou quand on le met à jour, ça oblige à s'intéresser à tout le monde. C'est vrai que souvent, c'est finalement la structure un peu référente pour la prise en charge de la pathologie qui s'y colle au départ, qui va proposer, etc. Mais il ne va pas rester tout seul à élaborer son référentiel régional. Par définition, il a besoin de tous les intervenants régionaux. Et donc, on va aller chercher des gens, quel que soit le lieu où ils exercent, que ce soit en privé ou en public, que ce soit une petite structure ou une grosse, quelles que soient les spécialités. Il faut vraiment aller chercher tous les spécialistes impliqués, que ce soit les chirurgiens, les oncologues, les radiothérapeutes, les radiologues, les anapathes, etc. Et il va falloir que tout ce monde-là arrive à définir quelque chose, que c'est vraiment un document élaboré et rédigé en commun, de façon à ce que chacun se l'approprie. Donc cette discussion commune permet au bout du compte que le référentiel soit approprié par chacun, plutôt que ce soit un truc descendant, c'est élaboré par quelques experts, enfin de gens qui parfois s'intitulent experts, et qu'on fait redescendre après à des gens qui sont censés l'appliquer alors qu'ils n'ont pas participé à la rédaction et à la réflexion. Donc je pense que c'est vraiment le seul moyen d'une appropriation régionale, globale de ce document. C'est aussi quelque chose qui participe à la formation. Je pense qu'il y a des gens qui sont moins impliqués que d'autres dans telle ou telle pathologie. Et finalement, certains praticiens d'organes, par exemple, qui vont voir quelques cancers du sein, quand il y a une discussion sur un référentiel, ils vont rencontrer tout un tas d'intervenants. Et il y a des échanges qui participent aussi à la formation sur des nouvelles techniques, sur des publications récentes auxquelles ils n'avaient pas été sensibilisés, etc. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui participe à la formation. Et je suis retournée voir ce matin ma responsable qualité de mon établissement pour lui dire est-ce qu'on est bien d'accord que c'est, je vous dirai après qu'on a fait deux séances de mise à jour du référentiel, ça fait bien partie de l'EPP. Et c'est vrai que ça fait en effet partie de cette EPP, c'est vraiment important en termes de formation et de partage d'expérience. Alors est-ce que ça impacte sur la qualité des soins? Il y a assez peu de publications là-dessus, je vous en ai retrouvé 2. Une qui s'intéressait essentiellement au cancer du sein triple négatif, donc les femmes qui n'ont aucun récepteur présent ni pour les oestrogènes, ni pour la progestérone, ni pour HER2. Et en fait, sur cette publication, c'est pas très facile à voir, mais la courbe un petit peu plus sombre là, c'est les patientes pour lesquelles il y avait une adhésion complète au protocole thérapeutique, au référentiel, et celle en grisé un peu plus clair, celle pour laquelle il n'y avait pas c'était non adhérente.
Et en fait, on s'aperçoit qu'il peut y avoir, en termes de survie globale, hein, pas juste en survie sans récidive, une différence en faveur de l'application du référentiel. Quand on applique le référentiel, on a d'autant plus de chances que la patiente soit bien traitée. Et ça se voyait essentiellement pour les femmes les plus jeunes, moins de 50 ans. Et probablement, quand on relisait la publication par le biais de cancers plus agressifs, donc il est évident qu'un cancer plus agressif a d'autant plus de chances de guérir s'il est vraiment traité selon les meilleures recommandations. Et à l'opposé, les patientes les plus âgées, à plus de 65 ans, et là on était plutôt sur une thématique de patients traités de façon suboptimale parce qu'elles étaient âgées. C'est-à-dire que quand on se dit, finalement, elle est un peu âgée, allez, on va baisser la garde, peut-être éviter la chimio, ces femmes-là sont traitées de façon inférieure à ce qu'elles devraient être, et ça impacte et la survie sans récidive et la survie globale. Donc c'est vraiment important, surtout sur des populations comme ça, de faire attention à ne pas suivre le référentiel sous des prétextes qui ne sont pas forcément validés. Entre autres, les patientes âgées, il faut vraiment une consultation d'oncogériatrie pour se dire, bon, je peux faire un traitement normal ou vraiment, il faut que je fasse très attention, elle est plus fragile que... Et puis deuxième étude qui est retrouvée aussi chez des patients, c'est une étude canadienne, des patientes qui avaient un cancer du sein avec un envahissement ganglionnaire. Et en fait, les patientes qui avaient un traitement conforme au référentiel par rapport à ceux qui étaient non conformes avaient une probabilité de survie globale toujours supérieure. Donc vraiment, on peut impacter la qualité de vie en suivant correctement les recommandations qui sont faites. Alors l'impact médico-économique, là on est beaucoup plus flou. En théorie, et ça reste des arguments théoriques, on peut se dire que si on applique le traitement jugé optimal, on va limiter les coûts directs, au moins en réduisant des actes inutiles. Il y a sûrement des chimiothérapies qui peuvent être faites par excès, des examens d'imagerie qui peuvent être faits par excès, qui coûtent cher et qui ne sont peut-être pas nécessaires, donc on peut sans doute réduire des coûts tout à fait directs. Et c'est aussi possiblement une façon de limiter les coûts indirects, puisque si les patientes, je vous montrais tout à l'heure, sont mieux traitées et survivent plus longtemps, on va éviter donc des rechutes, ces rechutes coûtent cher. Donc traiter correctement une patiente et lui éviter une rechute, c'est sûrement lui faire un traitement moins onéreux. En pratique, en cancérose, j'ai refouillé la littérature plusieurs fois, je ne retrouve pas de preuves à ces théories que j'avance sans preuve. Par contre, il y a des données dans d'autres pathologies, entre autres dans l'infarctus du myocarde, où vraiment le suivi du référentiel a un impact médico-économique favorable, par le biais, entre autres, de réduction d'hospitalisation, de récidive de l'infarctus du myocarde, etc. Donc il y a vraiment des pathologies où ça a été prouvé. On arrivera peut-être à le démontrer de façon plus claire en cancérologie. Alors il y a des difficultés, hein, c'est pas tout rose. Je pense qu'un référentiel, il n'a d'intérêt que s'il vit, c'est-à-dire que si les gens se l'approprient, le font vivre, l'appliquent, etc. Les risques, c'est quand il est trop flou ou trop directif. C'est pas facile toujours à rédiger. On écrit des choses qui sont opposables, dont tout le monde peut servir pour dire bah voilà, ça c'est entre guillemets la loi. Si on le fait trop flou, bah, tout le monde va s'y retrouver, c'est facile, mais du coup ça ressemble plus à rien. C'est une espèce de gros truc un peu informe où on peut faire tout et n'importe quoi. Si on le fait trop rigide et trop directif, il y a des gens qui vont se sentir un peu coincés finalement dans leur pratique et ils ne vont pas se l'approprier, ils ne vont pas vouloir travailler avec ça. Donc il faut trouver la bonne mesure entre les deux. Il faut qu'il soit complet et précis, mais il ne faut pas qu'il soit trop rigide. Il faut qu'il soit simple à appliquer. Après, il faut le faire diffuser. C'est vrai que quand il y a plein d'intervenants, je vous ai montré tout à l'heure, radiologues, chirurgiens, oncologues, radiothérapeutes et médicaux, anapathes, généralistes, etc. Il faut vraiment arriver à le faire pénétrer dans toutes les spécialités. Donc il faut, c'est là où je reviens à mon idée qu'il faut que ce soit élaboré de façon représentative. Si vraiment toutes les professions impliquées sont représentées au moment de l'élaboration, ça sera d'autant plus facile de le faire accepter et de le faire diffuser dans chacune de ces spécialités. Si c'est un chirurgien qui écrit tout le référentiel, les oncologues vont trouver que c'est un peu fort de café et ne pas le prendre à leur compte et réciproquement. Et puis après, le pire, je dirais, c'est la mise à jour. On n'a pas fini d'écrire une version, qu'il y a 2 études qui ressortent importantes et qu'il faut déjà le refaire, donc c'est un truc qui n'en finit jamais. Donc c'est toujours assez lourd de dire, bah voilà, je viens de finir de l'écrire et en 6 mois, il faut que je recommence tout, donc il faut retrouver du temps avec des professionnels. C'est pas toujours facile, mais il y a comme ça que ça marche. S'il a toujours un an de retard, c'est pas très bon. Et donc on l'a fait en avril, et depuis, il y a au moins 3 trucs à modifier. Donc voilà, on va recommencer, je ne sais pas quand, mais il faut qu'on le fasse. Alors rapidement, pour vous faire l'actualisation 2014, on a fait 2 réunions au printemps, donc 2 samedis matin, parce que comme toujours, on le fait quand en journée, ça ne va pas, le soir, c'est trop tard. Donc il ne reste plus que les samedis, et on a intérêt à dire samedi matin, sinon personne ne vient. Donc on fait 2 samedis matin, on a dû faire ça à 15 jours d'intervalle, sous l'égide du réseau Onco-Basse-Normandie. Les praticiens étaient invités par le réseau. Ça concernait tous les praticiens qu'on avait identifiés comme impliqués dans la prise en charge du cancer du sein, quel que soit leur site d'exercice, public ou privé. Bon. Au préalable de ces 2 réunions, ils avaient reçu alors, la version préalable, parce que ce n'était pas notre premier référentiel, il y en avait déjà un depuis plusieurs années. Donc c'était la version précédente.
à laquelle on adjoignait les modifications proposées. Les amendements étaient surlignés, comme ça les gens pouvaient voir directement les propositions de modification. Et pendant ces 2 réunions, on les a discutées, enfin on a repris tout le référentiel, pas que les points discutés, on a vraiment tout relu du début à la fin et ligne par ligne. Je sais parce que c'est moi qui le lisais, donc je relisais au fur et à mesure, les gens discutaient, on corrigeait, etc. Pour aboutir à un point vraiment admis comme définitif par tout le monde. Ça a donc été relu, on ne l'a pas validé d'emblée, ça a été renvoyé à tout le monde pour validation après relecture et mis en place sur le site Onco-Bastan-Normandie une fois qu'on avait fait une validation de la part de tout le monde. Donc on avait abordé, alors ça c'est tous les éléments abordés dans le référentiel, l'imagerie diagnostique, les modalités de diagnostic opératoire, la chirurgie mammaire et ganglionnaire, les modalités d'histologie de la pièce opératoire, modalités et indications des traitements adjuvants, chimio, thérapie ciblée, hormonothérapie, idem pour la radiothérapie, donc ça c'est vraiment les 2 choses les plus lourdes à faire, les modalités de surveillance aussi, et les cas particuliers, par exemple le cancer du sein chez l'homme. Donc en 2014, ce qu'on a amendé, l'ANAPAT, ça je ne vais pas vous le détailler après, c'est l'élaboration d'un compte-rendu histologique standardisé pour les femmes qui avaient une chimiothérapie néoadjuvante, parce que l'analyse d'une pièce opératoire après chimio, c'est un peu compliqué, et finalement tout le monde ne l'interprétait pas de la même façon. Donc il y a 2 ANAPAT, un d'Alençon et une du centre, qui ont élaboré à 2 un document précis. Donc ça on les a laissés valider tout seuls, parce que c'était pas trop notre... On a un peu discuté d'une phrase ou 2, mais c'était vraiment du discours d'ANAPAT. En chirurgie, et ça on va y revenir, je vais vous préciser ces 3 items-là. Chirurgie, on a discuté de l'abstention du curage axillaire après certains ganglions sentinelles, les modalités de radiothérapie hypofractionnée et les prolongations d'hormonothérapie. Donc l'abstention de curage, ça faisait suite à 2 études, et surtout une qui avait été publiée dans l'année, et qui démontrait qu'on peut éventuellement éviter de reprendre un curage axillaire chez des femmes qui ont bénéficié d'un ganglion sentinelle lors de leur chirurgie initiale, et qui ont 1 à 2 ganglions sentinelles dans lesquels on retrouve simplement une micro-métastase, une toute petite métastase de moins de 2 mm, à condition que la tumeur soit de petite taille, et qu'elle ait une radiothérapie globale du sein, donc ce n'est pas possible après mastectomie, et qu'il y ait un traitement adjuvant proposé, que ce soit de la chimiothérapie ou de l'hormonothérapie, ou les 2. Ça, c'est vraiment des conditions toutes exigibles pour pouvoir se passer du curage axillaire. Donc ça c'est important parce qu'il y a pas mal de chirurgiens qui n'avaient plus très envie de faire des curages axillaires après ganglion sentinelle, pensant qu'on n'apportait pas grand-chose. C'est vrai que souvent on ne retrouve pas d'autres ganglions métastatiques, mais néanmoins ça peut arriver. Donc il était important de se dire, on peut le faire à condition d'être dans les clous, c'est-à-dire de respecter les conditions de l'étude. L'étude a démontré ça dans ces conditions-là et pas ailleurs. Donc si votre patiente elle n'aura pas de rayon, niet, il faut quand même y retourner, il faut faire un curage. Donc il a fallu que tout le monde relise l'étude, ou au moins qu'on réexplique un petit peu quels étaient les critères, que tout le monde soit d'accord que c'était ça qui était admissible et qu'on n'en sortait pas. Sinon on risque d'avoir des dérives finalement, de désescalade thérapeutique pas tout à fait validées. Donc ça a été accepté et inscrit. Après, on a parlé de la radiothérapie mammaire hypofractionnée, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une radiothérapie sur 5 à 6 semaines et demie, certains schémas, entre autres 2 études anglaises qui maintenant ont 10 ans de recul, ont démontré qu'on pouvait, sans faire perdre de chance aux patients, c'est-à-dire sans augmenter le risque de récidive locale ou diminuer la survie, faire une radiothérapie en 3 semaines. Donc c'est vrai que ça raccourcit quand même notablement la durée de radiothérapie, mais là aussi il fallait se caler sur les conditions des études publiées, donc pas des femmes de 30 ans, c'est des patientes de plus de 50 ans, des petites tumeurs qui n'avaient pas d'envahissement ganglionnaire, qui avaient des récepteurs hormonaux positifs, pas d'embol, bon je ne rentre pas dans les détails, mais vraiment il y a des critères exigibles pour dire, ok, chez ces femmes-là, je peux faire une radiothérapie en 3 semaines et pas en 5 ou 6 et demi. Mais c'est pas à 30 ans, c'est pas si elle a des ganglions métastasés, donc tout ça c'était vraiment écrit de façon très systématisée. Et puis dernière modification qui était la prolongation du tamoxifène, pas de toutes les hormonothérapies, mais du TAM, chez des patientes qui recevaient du TAM en adjuvant. La durée classique de l'hormonothérapie, c'est 5 ans, et il y a depuis 18 mois, bientôt 2 ans, 2 grosses études qu'on attendait, qui ont démontré qu'on avait un bénéfice en survie à prolonger l'hormonothérapie par tamoxifène au-delà de 5 ans, c'est-à-dire jusqu'à 10 ans. Alors on peut aussi, pour certains, substituer par un anti-aromatase, c'est-à-dire que chez des femmes qui n'étaient pas ménopausées au moment du début de l'hormonothérapie, si elles sont ménopausées après 5 ans, on peut leur proposer à ce moment-là le traitement comme en phase ménopausique par des anti-aromatases. Donc voilà un peu comment on a modifié, c'était les 3 principales modifications, mais finalement ça peut changer quand même notablement notre pratique quotidienne. Alors au bout du compte, et ça sera ma conclusion, le référentiel finalement, on peut le voir de 2 façons.
soit comme un rouleau compresseur et te dire vraiment c'est un truc insupportable, j'avais une habitude de travail, je sais ce que je fais, je connais mon boulot, je connais mes patients, je n'ai pas besoin qu'on m'écrive comment je dois travailler tous les jours. Donc il y en a qui peuvent le prendre comme ça, mais je pense que c'est de moins en moins ça. Ça peut aussi pour beaucoup être l'idée de se dire je vais enfin avoir les clés pour trouver la bonne voie, pour trouver mes patients. C'est-à-dire que le cancer du sein, ça commence à devenir compliqué, enfin comme toute la cancéro d'ailleurs actuellement. Il y a plein de traitements qui sont en train de sortir. Comment je m'y retrouve? Il y a des schémas de désescalade en chirurgie ou en radiothérapie. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est un peu anticipé? Donc je crois que le référentiel, ça peut vraiment aider les praticiens à trouver la solution pour leurs questions de tous les jours pour prendre en charge leurs patients. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la méthode ou sur les détails finalement. Tout à l'heure, vous avez parlé des critères minimaux exigibles dans le référentiel et vous n'avez pas parlé des délais de prise en charge. Est-ce que le délai minimal de prise en charge entre la biopsie et le début du traitement... Il y a des recommandations là-dessus. C'est vrai que dans le référentiel, on en parle aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des recommandations. Les gens sont extrêmement prudents avec ce genre de recommandations, sachant qu'on a beaucoup de mal en France à se caler sur des délais justement tels qu'ils sont en tout cas conseillés. Donc on est assez prudent là-dessus parce qu'il ne faut pas non plus mettre les gens dans des situations médico-légales compliquées. Je pense qu'il faut faire très attention à ça. Je crois que c'est tous la préoccupation qu'on a tous les jours d'essayer de réduire nos délais, de s'organiser pour que ça soit plus fluide et qu'on ne perde pas de temps. Après, l'écriture de ces recommandations doit être assez prudente, quoi. Mais c'est vrai qu'on a inscrit un certain nombre de choses. Alors, classiquement, il est recommandé, par exemple, de ne pas débuter une chimiothérapie plus de 42 jours, enfin en gros 6 semaines après la chirurgie, s'il n'y a pas d'autres traitements intercalés entre deux. De commencer la radiothérapie dans les 3 mois après l'opération, s'il n'y a pas de chimiothérapie entre deux, etc. Donc on a tous des guidelines un peu obligés. Mais c'est en effet un des problèmes actuellement, c'est d'écrire des recommandations en disant on les fait de façon raisonnable, elles peuvent être suivies par la majorité des cas sans se mettre en situation à risque sur un plan médico-légal. Qu'on puisse dire que le patient est tout à fait, absolument. Donc il y a eu des recommandations de 2011, l'INCa a fait un audit en 2012 sur l'année 2011 et il y a des disparités, ça c'est clair, selon les régions. Après c'est vrai que les recommandations pour certaines étaient quand même très dure, enfin très contraignante. C'est-à-dire que se dire j'ai la biopsie dans les 8 jours, j'ai l'opération dans les 4 semaines, connaissant l'état actuel de nos blocs, etc., c'est pas évident. Et puis une deuxième petite question. Ce matin, on nous a parlé de la chirurgie ambulatoire sur le cancer du sein. Est-ce qu'on connaît l'état de situation de départ pour la Basse-Normandie? Alors, j'ai pas les chiffres en Basse-Normandie. Nous, on tourne aux alentours de 30% à peu près. J'ai pas du tout les chiffres bas normands, je sais pas où ils doivent exister, ça doit être... Alors en sachant qu'il y a une pression énorme par rapport à ça, je pense qu'on nous incite très fortement à augmenter. Alors après, c'est vrai que c'est pas facile, je pense, à mettre en place de la même façon, selon qu'on est dans un département très rural avec des patients très éloignés ou des départements beaucoup plus en région parisienne ou bon, dans des grandes agglomérations. C'est vrai que la dame de 75 ans qui retourne à 100 km de chez elle toute seule après l'intervention le soir, c'est pas toujours facile. Donc il y a des patientes qui sont très partantes, d'autres qui sont très inquiètes au départ, puis à la fin qui disent bah, finalement oui ça m'a bien convenu, j'étais contente. Mais il faut s'assurer qu'après au retour à la maison, il y a ce qu'il faut. Or c'est comme toujours en France, on veut toujours réduire, simplifier machin, mais on n'a jamais prévu l'après. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout... la dame, quand elle rentre chez elle, si elle a mal, si elle saigne, si elle fait un malaise, elle appelle qui? Son médecin traitant, il n'est pas au courant, il ne sait pas ce qui se passe, il ne sait pas forcément ce qu'il faut faire, il n'y a pas d'infirmière vraiment briefée par avance, on n'a rien prévu pour l'après. Donc c'est la difficulté de tous les jours. Et puis ça demande une organisation en interne qui est extrêmement lourde, parce que l'ambulatoire, il faut que tout aille vite. Et donc il ne doit pas y avoir de temps mort entre chaque moment. C'est-à-dire qu'il y a un accueil, il y a un repérage, parce que souvent il y a un repérage préopératoire, il y a le ganglion sentinelle, il y a l'opération, il y a le retour en chambre, et il faut qu'à ce moment-là, tout soit vraiment hyper bien calé. Donc ça va jusqu'à dire, il faut que j'ai un brancardier qui soit là dans la seconde, quoi. C'est bon. Et donc ça, c'est hyper dur à mettre en place au début. C'est très dur. Certains services imaginent de fonctionner avec... parce qu'on dit toujours, elle arrive dans son lit à 7h, et puis elle va y revenir à 15h. Non, c'est débile. Le lit, c'est pas le lit de la patiente, ça va tourner. Une patiente viendra dans un lit, on va le rechanger, elle repassera dans un autre, etc. Donc il faut vraiment tout reprendre dans l'organisation. C'est pour ça qu'on a du mal tout de suite à dépasser les 30%. Je ne sais pas si ça vous inspire des réflexions. Non.
Donc, je ne sais pas si les patientes que vous voyez, enfin je dis patientes parce que je vois que des cancers du sein sont... J'ai une patiente qui devait un Rennes, Ouais. qui a eu donc sa chirurgie ambulatoire. Je l'ai vu après pour faire sa radiothérapie. Elle ne comprenait pas qu'on puisse enlever une tumeur dans la journée même et faire un retour chez soi. Ça, elle n'aime pas ça du tout. Il y en a, oui. En fait, c'est pas une prise en charge correcte, c'est trop vite. Je pense qu'il y a l'impression qu'on minimise. Ouais, pas de bol, en fait, une maladie grave, ça impose un traitement lourd. Enfin, Ce sont des mentalités à changer. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a des patients nombreux, des patients jeunes qui n'aiment pas être à l'hôpital. Enfin, il y en a qui sont ravis. Hein. Oui, tout à fait. C'est une productivité un peu de là, de toute façon, parce qu'on peut aller que de là. Effectivement, il y a un travail à faire en préopératoire et également de la part du médecin traitant, je crois. Si le médecin n'est pas convaincu lui-même. Et voilà, tout à fait. Il y a en effet ce que va dire le médecin traitant par rapport à ça, l'infirmière, etc. Si le médecin traitant ou l'infirmière ont une expérience positive avec une autre patiente, le retour va être différent. C'est en effet un tout. Donc, mais de toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. Hein. La chimio en ambulatoire sur 20 ans, ça a tellement évolué. Ah bah complètement. L'adhésion des patients est totale. Oui, ça c'est clair. Mais c'est marrant parce qu'ils sont... Là-dessus, il n'y a pas photo en fait. Mais sur la chirurgie, il y a quand même un truc. La chirurgie, c'est particulier. Enfin, c'est pas la chirurgie, c'est l'anesthésie. C'est-à-dire que de se dire, il m'endorme, il me réveille, je repars chez moi. Pas tant la chirurgie. C'est vraiment... L'anesthésie, ça fait peur encore à plein de gens. Et donc se dire, je rentre chez moi et s'il m'arrive quelque chose. C'est ça souvent la phrase. L'ambulatoire a été peut-être un peu trop poussé à l'excès, c'est-à-dire rentrer le matin, sortir le soir. L'ambulatoire, ça peut être aussi dormir la nuit à l'hôpital et partir le lendemain. Ça aurait été beaucoup mieux accepté parce que c'est vrai que les effets secondaires, les hématomes, c'est en post-op immédiat et c'est au petit matin. Et ça, c'est ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire que toutes nos tumorectomies sentinelles, elles restent une nuit, mais c'est pas ça qu'on nous demande au niveau de nos instances. C'est soir même, c'est pas d'hospice. C'est comme les accouchements. Hein. Voilà. Donc, et là-dessus, je pense qu'on n'a pas le choix, quoi. Clairement, on n'a aucune marge de manœuvre. Et que la chirurgie mammaire sera celle-là qui va passer en premier dans tous les établissements. Il n'y en a pas beaucoup qu'on peut faire en ambu quand même. Et donc la chirurgie mammaire, c'est celle-là qui est visée en premier. Et leur objectif, c'est 80%. Donc on n'a vraiment pas le choix. Je pense que c'est vrai que nous aussi, il faut qu'on modifie nos schémas culturels. Il faut aussi qu'on s'y fasse. Quoi. Au début, ça nous paraissait perturbant, et puis on en fait un peu plus, puis encore un peu plus, puis on dit, bon, finalement, ça se passe bien. Bon, c'est vraiment une culture globale à changer. Mais c'est vrai que pour des femmes âgées, pour des gens isolés, c'est un peu stressant.